Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo. Aujourd'hui, les mains dans la terre et si on collaborait avec le vivant. Si les paysans représentaient un tiers de la population après-guerre, ils ne sont plus que 1,6% aujourd'hui. Les fermes en France passant de 2,28 millions à 390 000. Et dans 10 ans, 50% des agriculteurs partiront à la retraite. Laisserons-nous notre production alimentaire aux mains de grands groupes, de grands propriétaires et des marchés financiers, ou trouverons-nous l'envie, l'attrait et la désirabilité à revenir vers le métier de paysan ? Oh, ben écoutez, la terre me plaît très bien, moi. Oui. C'est plus la terre. On gagne pas beaucoup, mais je vous ai toujours dit, n'est-ce pas, on a un peu de liberté quand même. Vous préférez pas avoir un tracteur? Non, parce que, comprenez-vous, j'en ai pas assez grand, et puis les tracteurs coûtent cher. Oui. Il faut 1 million. Et il y a beaucoup de voisins qui ont même acheté un tracteur, qui ont emprunté 1 million. C'est bien joli, seulement le tracteur est usé, et le million n'est pas fini de payer. Et puis je vous dis, j'aime bien ma liberté. Si je veux m'asseoir, je m'assois, moi. Et si je veux travailler, je travaille. Si je ne veux pas travailler, c'est pareil. Il faut faire le travail quand même. Bonjour, Ingrid Rouillat. Bienvenue sur Machon Palémo. Bienvenue à Tribune d'artisans. Nous venons d'écouter un extrait d'un paysan sans tracteur, Henri. C'est une archive de l'INA datant de 1966. Tu es maraîchère en traction animale et ensemble, nous allons évoquer le lien à la terre et au métier de paysan. Est-ce que tu souhaites réagir à ce que nous venons d'entendre ? Je pense qu'Henri a tout à fait raison en fait. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué si on veut gagner de sa vie de s'arrêter. Je pense qu'on est malgré tout, même en agriculture aujourd'hui, par rapport au stage que j'avais pu faire quand je me suis installée, il faut calculer. On rationalise, c'est tant de salade en tant de minutes, tant de plaques. Et que même l'agriculture, elle est confrontée à ça aujourd'hui. C'est une forme d'organiser du travail, du Fordisme version agricole. Et c'est vrai que peut-être c'est ma chance aussi aujourd'hui d'être avec les animaux. Ça te permet de prendre du recul parce que tu mets pas ta clé et tu tournes le contact. En fait, faut forcément déjà que la relation se fasse avec l'animal. Donc déjà, voilà. Donc je pense que ce qu'il exprime avec cette liberté, le temps de s'asseoir, c'est aussi ce juste rapport à la nature, à son environnement, à l'animal que tu respectes et avec qui tu vas collaborer et non pas, on n'est pas du tout dans une relation je te dis de faire ça et tu vas le faire immédiatement parce que je te le demande. C'est allez, on a une mission à faire ensemble. On a à peu près, grosso modo, 2 heures. Si tu es d'accord, on va le faire tout de suite. On se met tout de suite en route. Ou sinon, on réfléchit un petit peu et puis on y va d'ici 10-15 minutes. Voilà. Voilà, donc pour resituer un petit peu, donc tu es installée comme maraîchère à Sainte-Consorce, en limite de la métropole de Lyon, depuis 2018, parce que pour toi, c'est une reconversion. Mais tu as redonné vie à la ferme de ta tante qui avait cessé son activité agricole, et toi tu as décidé en fait de reprendre ce lieu, de lui redonner vie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ta ferme, tes activités, ce que tu y cultives et pour qui? Et puis on reviendra après sur cet lien avec l'animal que tu as évoqué. Alors donc en fait le contexte, donc c'était ma grand-tante, qui était aussi ma marraine, mais je veux dire on est le niveau, donc c'était la sœur de ma grand-mère, donc on était sur les fermes classiques, c'était déjà l'arrière-grand-père, arrière-grand-père, polyculture élevage. On était en périphérie de Lyon, à 15 km, oui, à vol d'oiseau, et il y avait de la vigne, j'avais encore le pressoir, le cuvier, il y avait quelques bêtes, des arbres fruitiers, des légumes, on faisait le fromage. Enfin voilà, on était vraiment sur les schémas
classiques agricoles, je pense, du 19e, 20e, avec la Deuxième Guerre mondiale qui arrivait, et puis ce côté de spécialisation qui arrivait. On spécialise par activité, par culture, on fait des céréales, on fait de la viande, on fait du vin, alors qu'en fait, la polyculture élevage, elle a le grand avantage d'avoir une complémentarité, une fertilisation qui est apportée par l'animal. Et donc moi, à mon petit niveau, alors je reviendrai après, parce que ton question, c'est quand même d'expliquer la ferme, mais c'est vrai que grâce à mes animaux aussi, je suis en quasi-autonomie pour la fertilisation. Alors c'est aussi mon approche de ne pas vouloir faire fertiliser à donf. Alors on est quand même limité en bio, mais je pourrais acheter des intrants extérieurs tout à fait légaux, hein. C'est des bouchons de fientes de volaille, de moutons, hein, qui sont déshydratés et qu'on met dans le sol. Moi, c'est pas ma politique. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée à la biodynamie, à des approches plus d'observation, considérer travailler sur le sol, hein, qui est la base du vivant, de la plante, et non pas artificialiser en leur apportant par l'extérieur des éléments qui les nourrissent. Pour moi, je suis sur cette ferme sur un travail de long terme. En fait, j'ai plein de choses à bâtir, plein de choses à observer, plein de choses à apprendre. J'en apprends tous les jours et je pense que j'en apprendrai encore. Voilà. Et donc voilà, je suis une menace. Alors, je ne m'appelle même plus maraîchère, même si c'est le terme. Je me dis cultivatrice de légumes. Alors, quels légumes tu proposes ? Enfin, quels légumes tu fais pousser ? J'essaye de diversifier, même si aujourd'hui, alors par rapport, ça permettra de répondre à ta question. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des restaurants, donc je me diversifie moins par rapport à quelqu'un qui vendrait directement ou qui ferait des marchés, qui a besoin d'avoir un bon, avec suffisamment de produits dessus pour être attrayant. Moi, je me focalise sur certains légumes en particulier, en faisant plus de volume à mon petit niveau pour pouvoir vendre à des restaurateurs ou qui m'achètent en volume plutôt que individuellement en petite quantité en fait. Ce qui te permet aussi d'avoir plus de sécurité par rapport à ton débouché économique ? Oui, sur certains légumes, je sais que par exemple on a le piment de Bresse, hein, qu'on travaille avec la maison Tête d'Oie. Tout ce qui est planté, tout ce qui mûrira part automatiquement et est acheté à la fin, donc c'est vrai que c'est quand même très très sécurisant comme modèle. Et tu travailles également avec des semences paysannes. Oui. Tu ne travailles pas avec des hybrides F1. Donc pour ceux que ça intéresse en termes de curiosité, qu'est-ce que c'est que les semences paysannes ? Je peux vous renvoyer sur le dernier article qu'on a fait paraître dans Mâchons pas les mots, le fabuleux destin du haricot viande. Je ferme la parenthèse, ce qui est un grand sujet, le sujet des semences. Mais en tout cas, toi, ça te permet d'être autonome dans ta production de semences et d'avoir des légumes qui sont quand même pas si évidents que ça à gérer. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en termes de culture ce que ça demande de particulier de travailler avec des semences paysannes? Alors ça, c'est l'autre levier qui est intéressant de pouvoir travailler. Enfin, si je prends ta question à l'inverse, de pouvoir travailler avec les restaurants, c'est que la problématique quand on a un banc de légumes avec des consommateurs qui sont habitués à avoir des légumes qui sont ultra nettoyés. Alors ça, à la rigueur, c'est normal, c'est de l'hygiène, mais enfin, ils poussent dans la terre, donc qu'il y a un petit peu de terre, c'est pas la fin du monde, mais il y en a, c'est vraiment récuré, bruyant. Voilà, il y a aussi la forme, hein, avoir des légumes qui ont un certain calibre, qui sont gros, une certaine forme, une certaine couleur, qui n'ont pas le droit d'être cabossés ou quoi que ce soit. Ça, le restaurateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le goût, ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, un légume qui sera cabossé ou quoi que ce soit, c'est pas grave, lui, il le remet en forme, il va extraire, il va faire quelque chose. Enfin, c'est un peu le magicien. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir travailler avec le restaurateur. Et surtout, il va tout extraire, tout utiliser. Moi, c'était souvent, je prends cet exemple du fenouil qui est magnifique avec c'est beau ce verre, on peut en faire le feuillage, on peut en faire des bouquets. Et la plupart des clients, quand je faisais ma vente à la ferme, me disaient de couper le bouquet. Alors, mes ânes adorent, donc je savais qu'il n'y avait pas de problème. Mais alors qu'on fait plein de choses avec, en plus, on peut le mettre justement dans l'eau, on mange le bulbe. Donc, voilà. Donc, pour continuer, voilà, on a des légumes en semences population qui sont, vu qu'ils n'ont pas été hybridés avec une forme, on a une forme uniformisée, on a le même calibre, le même goût, on n'est pas fragile, on peut rester plusieurs jours dans une caisse.
non, moi, c'est pas mon qui a envie de pousser pousse. Et justement, c'est l'histoire des graines qui ne sont pas revenues aujourd'hui. C'est la sélection qui prend énormément de temps, où on identifie un goût, une forme qui est intéressante. Et c'est comme ça qu'en fait, on perpétue ce qui a été fait sur des générations, quoi. Rien de révolutionnaire, en fait. Et donc, tu vas travailler en traction animale. Alors moi, je me suis posé la question parce qu'en fait, en 1940, on utilisait une calorie d'énergie fossile pour produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il faut 7,3 calories d'énergie fossile pour produire 1 calorie alimentaire. Et donc, on serait tenté de penser que faire sans les énergies fossiles, ça ramènerait plus de pénibilité au travail, puisque a priori, ça a pu soulager ça, mais et demanderait plus de main-d'œuvre. Et donc, du coup, je me suis demandé quels étaient les atouts de la traction animale. Alors, les atouts, si je prends vraiment mon cas personnel, moi je suis sur une petite surface. Alors, j'ai des cas dans le Gers de gens type les Amish, parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent reprendre la traction en grande dimension, ils vont aux États-Unis, il y a le matériel, il y a le savoir-faire, il y a tout. On a tel 10 chevaux de trait, on arrive à faire du super travail. Moi, mon petit niveau, donc, c'était faire de l'attelage avec un âne, ce que j'ai appris donc, par l'école des ânes maraîchers à Villeneuve-sur-Lot, qui avait été ouverte par les haras nationaux pour justement toute la filière âne qui existait sur des générations et qui était en train de se perdre, et par une association Promata en Ariège. En fait, l'âne, par rapport au cheval, il a peut-être un tout petit peu moins de puissance, mais il a le gros avantage en fait, de chevaucher. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on l'utilisait en chemin de randonnée, parce qu'il met un pied derrière, il a un pied sûr, un pied derrière. Donc tu gagnes déjà en espace. L'âne, c'est un animal cool, il n'y a pas plus gentil que l'âne, qui pige très vite en fait. Sur un sol qui est mouillé, vu qu'il y a moins de portance que la portance je veux dire qui chevauche, c'est que il est moins lourd qu'un gros tracteur, on va pouvoir passer sur un sol notamment là, avec l'été, le printemps, l'été qu'on a eu, l'hiver qu'on a, il y a beaucoup de tracteurs qui rentraient pas parce que il suffit d'avoir 2-3 jours, même une journée ensoleillée, et pouf, tu mets ton âne et tu détériores pas ton sol, il va pas s'embourber, voilà. Donc on est sur une approche plus légère, plus souple, mais moi, mon gros avantage, c'est que mes terrains de culture sont à côté de ma ferme et de leur pré, donc il n'y a pas de transport. Enfin, il y a aussi tout un... moi, je rencontre pas mal de porteurs de projets qui réfléchissent éventuellement à la traction animale. Et en fait, la question, c'est, voilà, pourquoi je veux faire de la traction, dans quel contexte, et qu'est-ce qui motive. Enfin, voilà, c'est des questions à se poser, mais en tout cas, il ne faut pas l'occulter, c'est tout à fait possible et ça peut être une super technique. Et surtout, on peut démultiplier, on peut en mettre plusieurs de front et on peut arriver à faire de la céréale même sur plusieurs hectares avec des animaux de trait. C'est juste une question de volonté, de formation en fait. Voilà, donc pour bien comprendre, tu as en fait tu vas travailler avec des ânes qui vont être attelés en fait une charrue. On peut appeler ça comme ça, ou quel est le matériel aujourd'hui ? En fait, on appelle ça un porte-outil. Ce qui est valable en agriculture en général, en fait, on a ce qu'on appelle un porte-outil sur lequel, qui est l'outil, le bâti classique métallique sur lequel, en fait, en fonction du besoin, on va venir clipser, c'est pas le terme, mais visser, enclencher l'outil à dents. Moi, j'utilise des billonneurs, des griffes, voilà. Donc, ça s'appelle un porte-outil. Il suffit de créer un attelage, les porte-outils que j'utilise, si on met un attelage tracteur, pouf, on l'attelle sur un petit tracteur. Enfin voilà, il n'y a pas de différence, la logique reste exactement la même, c'est juste que je mets 2 cordes ou 2 chaînes à la place, voilà, et on dit allez et ça part. Donc ça va te permettre de travailler ton sol, oui, et de faire placer tes semences. Oui, alors aussi, pour les auditeurs agronomes qui s'intéresseraient un peu à ce sujet, aussi la différence, c'est que comme par exemple par rapport au tracteur où on a des outils animés grâce à la fameuse prise de force qui fait tout tourner, l'animal, lui, il peut juste tirer, tracter, donc par rapport au sol, on pulvérise pas, on broie pas, on travaille en surface. Et donc, on est aussi sur un travail beaucoup plus doux du sol, en fait, moins agressif. Donc, les petites bêtes qui sont en dessous, elles sont peut-être certes un petit peu secouées, mais un peu moins que si on met en route la prise de force.
Ok. Je voulais te proposer la lecture d'un petit extrait, parce que je sais que tu es assez sensible. Et donc, je trouvais qu'à travers la voix en fait, de Paola Pigani, qui a écrit Des orties et des hommes, elle évoque à travers son enfance, la ferme familiale et la grande transformation du monde paysan vers l'exploitation agricole. Pour la première fois de sa vie, il a attrapé le rhume des foins. La ferme lui sort par les yeux et les trous de nez. Autour de nous, ce qui était immuable est tout autant menacé. L'été 1976 avait laissé apparaître les surfaces brûlées, une tristesse commune. Ce paysage, qui remuait tel du papier kraft dans les souffles rares du vent, il avait fallu réapprendre à l'aimer, comme un visage vieilli trop vite, avec tous ses sillons sur la peau. Les pluies de septembre avaient donné des boues amères. Les gens aussi, après avoir mangé leur pain noir, avaient eu du mal à croire à la quiétude de l'automne, aux troupeaux paisibles dans l'herbe redevenue verte. La réalité, on l'avait poussée sous la paille, avec les dettes, les fatigues. Plus de 3 ans déjà se sont écoulés. Il y a pire que la sécheresse pour appauvrir les paysans. Le doute. La peur de s'enraciner sur une terre qui peut virer en poussière si on continue à en abuser. C'était un petit extrait qui me pousse, moi, à me poser cette question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maraîchère ? Alors moi, il y a un homme qui me parlait beaucoup à l'époque, qu'on voyait beaucoup en conférence et qui, moi, m'a mis en mouvement, c'est Pierre Rabhi. Je l'avais vu à l'université du Lyon 3, je me souviens les 2 amphis qui étaient pleines et c'était limite pour avoir une place. Voilà. Donc là, on se disait, il y a quelque chose qui se passe. C'était avant ma reconversion, donc je pense que c'était il y a 15 ans. Et à l'université Lyon 3, donc c'était pas acquis, Pierre Rabhi, 2 amphis. Et de se dire, oui, c'est bien, on quitte cette salle, on applaudit, on est touché, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il y ait, entre guillemets, c'est fou qui aille gratter le sol, qui a envie de se fatiguer. Voilà, c'est difficile, c'est dur. Et certes, comme disait Henri, il y a de la liberté, mais voilà, il y a de la difficulté aussi. Et moi, c'était d'avoir cette ferme aux portes de Lyon, ma grand-tante qui avait pris sa retraite, mais bon, après, c'est loué à d'autres, et de se dire, mais t'as les moyens de faire quelque chose, quoi, vas-y, quoi, mais passe de l'autre côté de la barrière, voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert dans l'exercice de ce métier ? Moi, ce que j'aurais pu craindre, et ce qui était ma crainte à la rigueur, c'est de te dire, un métier, c'est toujours la même chose, chaque année, ça recommence. Voilà, est-ce que c'est pas la monotonie qui va s'installer ? Mais non, pas du tout. En fait, c'est une éternelle découverte quotidienne, voire plus longue, un apprentissage, des années qui ne se ressemblent pas au niveau météo, situation, la multitude des rencontres aussi, parce que j'accueille aussi beaucoup de woofers qui m'apportent justement cet air de l'étranger, du large, voilà. Donc pour préciser, les woofers, ce sont des personnes qui viennent travailler à la ferme et en échange d'un gîte et du couvert. Voilà, c'est ça. Donc on a le temps de pas mal discuter au champ et autour de la table. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un apprentissage au quotidien de plein de choses aussi. Pour moi aussi, d'apprendre la patience. Alors les animaux aussi sont très bons pour ça. Enfin voilà, de travailler sur soi. Voilà, c'est des petites choses, des micro-choses, mais c'est un développement personnel, un apport pour le développement personnel énorme en fait. Et puis de rapport aussi à la nature environnante en fait. On la voit plus de la même façon, on l'aperçoit plus de la même façon et là aussi c'est une coopération au quotidien en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Je me souviens, pour situer, donc tu as une ferme qui fait 3 hectares, on est sur un vieux bâti, il y a beaucoup d'animaux sur ta ferme, tu as donc un petit troupeau de 5 ânes, il y a des poules, il y a une truie qui est absolument incroyable. Il faut pouvoir aller visiter la ferme d'Ingrid pour rencontrer Rosie, qui est la gardienne de la ferme et qui est juste incroyable. Donc,
En tout cas, ce qui se dégage de ta ferme, c'est beaucoup de douceur. On sent que les animaux, ils ont l'habitude d'être ensemble. Toi, tu as un lien vraiment particulier aussi avec eux. Et je me souviens que tu m'avais raconté ta fierté d'avoir une chouette qui était revenue nicher, et aussi la difficulté parfois à devoir retirer certaines herbes parce que tu avais besoin de t'établir avec tes cultures, mais en même temps, il y a des insectes qui logeaient. Alors, comment tu arrives à communiquer avec tous les écosystèmes pour à la fois concilier tes besoins, toi, de cultivatrice, et les besoins des écosystèmes qui t'entourent? Et bien justement, alors, on a beaucoup commencé sur l'attraction, mais c'est vrai que j'essaye de moins en moins de travailler le minimum le sol, de laisser le maximum d'herbe, ne serait-ce aussi par rapport au soleil, que l'herbe joue le rôle de moquette. Et puis voilà, par rapport à tout ce travail, de se dire, pendant 6 mois, on va faire attention aux insectes, et puis arrivé l'automne, on broie pour tout couper, que ce soit propre. Oui, mais les larves, elles sont là, les insectes sont là. Donc voilà. Donc t'as bien fait ton job, t'étais hyper accueillant tout l'été quand on avait besoin, et puis arrive l'automne, l'hiver, allez, on nettoie. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est une remise en question aussi sur d'autres méthodes. Essayer d'être le moins interventionniste possible, et puis aussi de capitaliser sur toutes les espèces qui peuvent être aussi déjà présentes, qu'on connaît mal en fait. Il y a ça aussi, on veut intervenir pour planter certains légumes qu'on veut à tout prix avoir, mais il y a plein d'herbes qui sont totalement comestibles, de graines, des feuilles d'arbres, et c'était toute cette connaissance en fait qui était de nos anciens, qui était connue, et qu'il faut recapitaliser, apprendre. Et ça, c'est aussi ce travail, moi, que j'essaye de mettre en œuvre là maintenant, pour continuer à cultiver quand même le plus en douceur possible, et de capitaliser sur tout ce qui existe et voilà, qui peut pousser spontanément en fait. Est-ce que tu pourrais évoquer le temps que ça te prend justement de travailler un petit peu particulièrement avec ce que te raconte la terre finalement, par exemple sur la plantation de pommes de terre. Dans un milieu classique, ça va prendre une journée, on va passer le tracteur et on plante et c'est bon. Et je crois que pour toi, ça prend un temps tout à fait différent. Et ça, je le vis d'autant mieux maintenant que donc j'ai fait un parcours d'installation DJ1, dotation jeunes agriculteurs, programme européen, où là, il faut enclencher le minuteur et il faut que ça sorte derrière. Là, je suis sortie, ça fait 5 ans. Et là, je peux enfin, comme Henri, m'asseoir, regarder, observer. Et alors, mon chantier classique de pommes de terre, c'est donc là en mars, si le sol est réchauffé, dès début mars, on va pouvoir les planter. Donc avec ma bergamote qui ouvre les sillons. Bergamote, c'est ton ânesse. Oui. Après, il y aura un travail de butage. Et concrètement, là où certains confrères, eux, donc ils ont des machines pour récolter ou planter les patates, ils font l'échantillon en une journée. Ils sont à plusieurs sur la machine et ils plantent. Il y a des outils en traction qui font ça aussi. Mais moi, donc, c'est plantation à la main, butage avec les ânes, récolte avec donc à nouveau ma bergamote qui ouvre le rang, et puis on récolte les patates. Ça va être un chantier d'une matinée, on ouvre un rang de 40 mètres. Je fonctionne pour la pomme de terre sur des rangs de 40 mètres. Et donc on va ouvrir un rang un matin, c'est de la délicatesse, donc la rate, la petite pomme de terre, donc il faut beaucoup, il y a de la main, il faut du temps pour ramasser. Et donc on commence à 8h quand il fait pas trop chaud, puisque la récolte ça va être ça va s'échelonner de mai à août, et de 8 à midi, en fait, on est sur la récolte des pommes de terre, puisqu'on l'a fait à la main, on trie, on calibre, voilà. Voilà, donc oui, le chantier de patates rythme mon été, en fait. Et avec Bergamote, avec Suzette, donc qui sont tes ânesses, comment est-ce que tu travailles ? Tu expliquais tout à l'heure qu'il suffisait de leur parler, mais comment on communique avec des non-vivants ? Des non-humains, pardon. Alors, en fait, comme avec l'humain, où c'est peut-être des fois un peu plus compliqué, c'est surtout un travail sur la confiance, en fait. Une fois que l'animal a confiance en toi, en fait, il a compris que tu lui voulais que du bien et qu'il n'y avait pas de... tu peux très facilement, et notamment, alors moi je le vois avec puisque j'ai 5 ânes, avec chacun des historiques différents. Le plus jeune, qui est le demi-frère de ma bergamote, Isidore, donc, que j'ai eu en première main, qui avait 1 an quand je l'ai acquis. Alors lui, on s'est connus tout petit, et il n'y a pas eu de difficulté avec un autre propriétaire qui l'aurait un petit peu maltraité. Eh bien, ça va très vite en fait. Le collier, les chaînes pour l'attraction,
il n'y a pas de peur parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise expérience antérieure. Donc c'est vraiment ce travail. Et souvent, c'est le seul conseil que je dis à quelqu'un qui veut faire de l'attraction, c'est prenez le temps, 1 an avant, de trouver votre animal, de juste passer du temps ensemble. Et après, ça ira tout seul. Mais vouloir du jour au lendemain se dire demain, j'ai besoin d'un animal clé en main et puis il va démarrer, ça marche. Enfin, ça marche sans doute, mais je pense que c'est plus difficile à mettre en œuvre. Oui, puis toi, tu avais quand même cette envie de pouvoir instaurer une relation un petit peu particulière aussi avec tes animaux. Parce que c'est pas un accessoire, c'est pas du matériel. Enfin, pour moi, ils ont... alors, c'est une approche que j'ai trouvée très intéressante en biodynamie. C'est l'âme ferme, c'est-à-dire qu'on est en tout, c'est pas juste le maraîcher qui est on est dans un environnement, dans un cadre avec des animaux, et les animaux, ils interagissent aussi sur leur environnement. Je le vois, là, j'ai un couple de faisans, là, ils sont bien chez moi, il y a de l'herbe, ils sont tranquilles, personne ne va venir les embêter. Et autant quand moi je m'approche, ils ont peur. L'âne, quand il est au milieu du pré, il n'y a pas de problème, en fait. Le faisan, il va même se diriger vers l'âne. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je ne l'explique pas et je ne cherche pas à l'expliquer. C'est pas, voilà. Mais voilà, c'est assez magique. Voilà, ces animaux qui interagissent aussi bien sauvages que familiers, en fait, il y a quelque chose qui se passe, ils se comprennent. Est-ce que tu aurais des projets que tu aurais envie de nous partager, ou en tout cas des espoirs pour l'agriculture de demain ? Je dirais... voilà que... on le voit, par exemple, sur la métropole, il y a des personnes là, qui s'installent sur des terres agricoles. On se dit, super, on est en terre lyonnaise. On était quand même une ceinture... moi qui est à côté, Tassalène-Minune, c'était des terres de maraîchers, il y avait des rosieristes, c'était... voilà, on cultivait, donc c'est de se dire non, il y a des gens qui ont envie et il faut continuer, et il y a des solutions qui existent, et voilà, faut essayer, voir, et puis continuer d'expérimenter. Très bien, merci beaucoup Ingrid pour cet échange. Alors je rappelle, donc tu es cultivatrice à la ferme des Deux Ânes à Sainte-Consorce. Tu travailles en agriculture biologique et en traction animale. On va se quitter sur quelques mots d'Eugène Guillevic, un extrait de son recueil de poèmes Terraqués. On pouvait égaler jusqu'au champ de blé, certains jours d'été. On pouvait se coucher sur le ventre et crier que la chaleur fait mal, et s'endormir après, les lèvres dans l'espace, plein de soleil et détendu. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.